sous le ciel bleu peint par Jean-Jacques Lagrenier, partons à la découverte du domaine de la reine. Laissons notre esprit voguer à travers le temps et l'espace pour rejoindre le cœur de Marie-Antoinette. Aux origines, c'est Louis XV qui commande la construction d'un nouveau petit château au plus près de ses serres et jardins botaniques à son architecte Ange-Jacques Gabriel. Ainsi naît ce temple de l'architecture néoclassique. Le décès de Louis XV en 1774 amène les jeunes Louis XVI et Marie-Antoinette à monter sur le trône. Arrivés de Vienne, où l'atmosphère à la cour impériale était plus simple et familiale, hormis lors des réceptions officielles, Marie-Antoinette découvre dès l'âge de 14 ans le milieu guindé de la cour de France, soumise aux règles de l'étiquette. Souhaitant un lieu où se retrancher, elle se voit alors offrir par son époux le petit Trianon qu'elle aménage à sa guise. Le portrait de Marie-Antoinette à la rose, peint par Élisabeth Vigée-Lebrun, est probablement l'un des plus célèbres de la reine. La voici grande, mince, au front haut, aux yeux bleus et au teint de porcelaine. Partons à l'écoute des intérieurs et des extérieurs. Trouvons quelques témoins de ce temps où la reine vivait dans ces lieux. Peut-être pourrons-nous encore ressentir l'impression laissée par les espaces, les œuvres et les objets d'art aux visiteurs du XVIIIe siècle. Essayons d'établir des liens entre le jardin et les références à la nature présentes dans le petit Trianon. Marie-Antoinette choisit de réduire encore la séparation entre le dedans et le dehors, en faisant remplacer les petits carreaux des fenêtres par de grandes vitres. Dans la grande salle à manger, tout le décor est dédié à la nature. Les 4 grands tableaux célèbrent les saisons et les productions de la nature. La pêche, la moisson, les vendanges et la chasse. Nous voici dans le salon de compagnie. Saisi d'un profond besoin de liberté, d'affranchissement des règles et de fantaisie, Marie-Antoinette se retire ici et va se constituer son propre cercle d'intime. Elle cherche le jeu et l'affection. C'est d'abord la princesse de Lamballe qui est sa confidente et sa complice dans les occupations quotidiennes. Ici, à l'abri des regards, Marie-Antoinette s'adonne à la musique. Elle joue de la harpe, son instrument de prédilection, et du pianoforte. Elle s'accompagne parfois en chantant et fait venir des compositeurs à la cour comme Gluck ou encore les compositeurs italiens Sacchini, Salieri et Piccini. Une horloge continue d'offrir ses cliquetis, celui qui accompagnait le quotidien de la reine, les confidences et les soirées de ce que l'on nommait la société de la reine, un groupe de jeunes gens avec lesquels elle aimait passer du temps, jouer, bavarder, par exemple avec Madame de Polignac, son amie la plus proche, une femme libre et affranchie qui l'accompagnait au bal.
composé de son appartement d'apparat au château, avec ses grands salons en enfilade, l'intimité du petit Trianon lui permet d'imposer un nouvel art de vivre, plus spontané, mais aussi de développer ses passions, notamment son goût pour la mode. Dans la chambre à coucher de la reine, la nature est partout. L'ébéniste Georges Jacob l'anime de ses sculptures de gerbes de blé liées par des rubans, de lierre et de jasmin, aussi du muguet et des pommes de pin, qui rappellent les 4 saisons et l'esprit champêtre du petit Trianon. Si on laisse notre esprit s'installer ici, des ponts se créent entre l'intérieur du petit Trianon et l'extérieur. Non loin d'ici, la chambre du roi n'a jamais abrité les songes de Louis XVI. Celui-ci préférait dormir au château, même quand il venait souper au petit Trianon. Le roi et la reine étaient différents dans leur comportement, dans leurs goûts aussi, jusqu'à l'entente physique. Leur premier enfant n'arrive qu'au bout de 8 ans de mariage. Dans le couple royal, le temps aussi marquait une différence de taille. Louis XVI vivait le jour et aimait la logique, la stratégie, la serrurerie et l'horlogerie. Marie-Antoinette, elle, vivait la nuit et aimait contempler le soleil se lever. Si l'on franchit la porte du théâtre de la Reine, on pénètre un peu plus dans le merveilleux et dans le songe. C'est Richard Mick, l'architecte de la Reine, qui s'est vu confier la mission de construire ce petit écrin, préservé du temps. Les travaux sont achevés au printemps 1780. Grâce à son petit théâtre, Marie-Antoinette pouvait offrir un cadre satisfaisant pour accueillir les spectacles commandés aux artistes de l'Académie royale de musique. La taille de la salle permet d'accueillir environ 250 spectateurs. Ici règne le vert, le bleu, le blanc et l'or. Les différents tons d'or se mêlent harmonieusement au faux marbre où domine la brèche violette. La décoration sculptée a recours à la technique rapide et peu onéreuse du carton pâte. Le plafond est une copie de l'original, livré par le peintre Lagrené quelques jours avant l'inauguration du théâtre en 1780. On reconnaît Apollon entouré des grâces et des muses. Si on laisse le corps prendre sa place dans ce décor, alors il est possible de ressentir le feutré sous les mains, l'acoustique autour de nous et de prendre contact avec la magie de ce petit théâtre. Les émotions, les voix des machinistes que l'on appelait les ouvriers du théâtre, le possible trac de la reine avant de monter sur scène. Même si le rideau ne s'ouvre pas cette fois-ci, le théâtre en lui-même offre déjà un spectacle. Ce petit théâtre a traversé le temps et la tourmente révolutionnaire. Les bronzes d'avant-scène, tout comme les feuilles d'acanthe, sont désormais en plâtre. Toujours dans une volonté de casser les codes, Marie-Antoinette invite le public à applaudir ce qui n'était pas l'usage à l'époque. Elle ne joue pas le grand répertoire classique, mais davantage les petites pièces à la mode et drôles. À l'été 1785, la reine monte pour la dernière fois sur scène pour jouer le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville, sous les yeux de son auteur Beaumarchais, pourtant jugé sulfureux à cette époque. Marie-Antoinette est donc une amoureuse des arts et se tient loin de la politique. Lasse d'une vie épiée et commentée, elle cherche à retranscrire dans l'univers qui l'entoure l'expression du désir, mais aussi un nouveau langage inspiré de Jean-Jacques Rousseau. Une nature certes domestiquée, mais qui semble encore sauvage. Marcher dans le jardin du petit Trianon ressemble à une déambulation dans un labyrinthe, celui du cœur de Marie-Antoinette. Voici le temple de l'amour, réalisé par Richard Mick. Franchir les 12 colonnes corinthiennes, marcher à rebours des aiguilles du temps sur le marbre blanc
XV, mais aussi le goût de la reine pour les jeux de hasard purs comme le pharaon, où elle misait beaucoup d'argent avec des jetons peints en ivoire, recouverts de fleurs ou d'insectes. La bibliothèque nous offre un voyage dans les livres, mais si l'on ouvre la fenêtre, alors le regard se perd dans la nature du jardin anglais. Pour fuir le carcan de la cour, Marie-Antoinette a chargé en 1783 son architecte Robert Meek de lui édifier un hameau champêtre composé de 10 chaumières d'inspiration normande. 3 de ces maisonnettes lui sont réservées. La reine a veillé au moindre détail de l'aménagement de ce petit monde parallèle. Ici, elle se promène, fait découvrir les plaisirs simples de la nature à ses enfants qu'elle chérit et élève comme aucune autre reine auparavant. Entourée d'animaux de la ferme, elle peut y recevoir, déguster du lait frais ou encore s'adonner à la pêche et au jardinage. La méditation permet d'installer toute sa conscience dans un lieu et de lire par le corps et les 5 sens l'authenticité de l'ici et maintenant. Elle permet de se mettre à l'écoute d'un lieu tout autant que de l'effet que ce lieu a sur nous. Libre donc à chaque visiteur d'explorer aussi son intériorité et de s'offrir ce moment intime d'introspection et de rencontre avec l'héritage que nous a laissé Marie-Antoinette. Dans la chapelle du Petit Trianon, on peut goûter encore à ce voyage intérieur, religieux peut-être, sensoriel assurément. Le tableau de Joseph-Marie Vien représente saint Thibaut de Marly, offrande à Saint Louis et à son épouse Marguerite de Provence, un lys à 11 branches, symbole de sa postérité. Tandis qu'un ange semble se poser à l'instant dans la chapelle, tandis que le feutre des prie-dieux s'use au fil des décennies. Tandis que le marbre, lui, reste intact et laisse une impression de douceur sous la main. Les miroirs, dans le cabinet des glaces mouvantes, commencent à s'animer. Encore un lieu d'intimité, encore un lieu de retraite où les boiseries sont d'une finesse exquise. Ces miroirs mouvants nous parlent, ils nous interrogent comme le fait la mémoire de la reine sur notre place dans le monde, sur la vie qui nous offre son lot de surprises, sur notre connexion à la nature, mais aussi sur le rapport à notre propre image, tant dans la sphère privée que la sphère publique. Ici, je ne suis plus la reine, je suis moi, disait Marie-Antoinette. Peut-être alors que marcher dans le Petit Trianon est aussi une manière de cheminer
perçoit.